plus loin, la pensionnaire de l'espace familial, Doña Rosa, brillant petit soleil, et mon mari, qui souriait comme si la scène entière avait été écrite pour flatter son ego. Quand mon père, à mi-repas, a posé la question « Clara, la voiture que je t'ai offerte la semaine dernière, tu en fais quoi ?» j'ai cru qu'il plaisantait. Il avait souvent ce genre de tournure, une façon de vérifier sans créer de scandale. J'ai répondu sans réfléchir « Je m'en sers pour aller au travail ». Et je voyais que tout le monde retenait son souffle, pas par intérêt pour mes trajets, mais parce qu'ils attendaient la suite, la manière dont l'échange ordinaire deviendrait occasion de rappel de hiérarchie. Hugo a choisi d'aborder le sujet autrement. Il s'est penché en arrière, a pris une gorgée de vin et d'un ton détaché, presque amusé, il a dit « Ah, cette voiture, je l'ai donnée à ma mère, elle en avait plus besoin. » La phrase est tombée comme une vitre qu'on brise lentement. Il n'y avait ni honte ni justification, juste l'affirmation qu'il avait le droit de décider de la destinée d'un cadeau reçu pour moi. Le silence qui a suivi était plus chargé qu'un tonnerre. Les conversations se sont estompées, un chien a aboyé au loin, un serveur a plongé la tête pour prendre un plat. Mais autour de la table, tout revenait vers nous deux, lui, immuable, moi, qui sentais la chaleur me monter au visage. J'ai regardé mon père, la seule personne dont la réaction comptait vraiment. Son visage ne trahissait rien. Il a posé son couteau, levé sa main, comme pour intercaler une nouvelle phrase et arranger son téléphone. Rien d'impulsif, rien de théâtral. Ce calme-là annonçait plus que n'importe quel cri. Avant de continuer, permettez-moi une question directe, parce que c'est souvent dans les commentaires que naissent les conversations les plus vraies. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà été humilié par une décision de votre conjoint. Pas un mensonge soudain, mais ce petit basculement silencieux qui vous fait sentir que votre dignité tient à un fil. Partagez si vous voulez, parfois lire qu'on n'est pas seul suffit à comprendre qu'on n'est pas folle. Revenir à la table. J'ai essayé de parler. « Hugo, pourquoi ?» J'ai commencé et ma question s'est perdue entre deux coupes. Il a haussé les épaules comme si la question était futile. Sa mère, qui, jusqu'à cet instant avait ri à une anecdote qu'on lui racontait, a déplié ses mains et a souri, satisfaite comme une enfant qui vient de recevoir un jouet. « Il a été adorable », a-t-elle dit. Les convives ont lancé quelques rires polis, cherchant à alléger l'ambiance. Mais la pesanteur restait. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau attendu, c'était la dépossession de quelque chose qui ne lui appartenait pas, prononcée avec l'insolence d'un homme qui confond l'autorité et le droit. Mon père m'a regardé alors. C'était un regard qui ne cherchait ni excuses ni confrontations immédiates. Il a juste dit, d'un ton neutre, « Hugo, explique alors ». Hugo a répété son explication avec une touche de mépris. Elle n'en avait pas besoin. Ma mère, si, elle en conduira un peu. C'est utile. C'était une phrase simple, un réarrangement de priorités qui, pour lui, semblait légitime. Puis mon père a fait un geste que je n'oublierai jamais. Il a pris son téléphone, a tapé un message, puis un autre, sans élever la voix. Les mains calmes, les doigts sûrs. On aurait dit qu'il menait une simple opération administrative. J'ai vu l'écran de son mobile refléter une liste de contacts, le nom d'un service que je connaissais depuis toujours, la sécurité de l'entreprise. Chez nous, ce nom signifiait contrôle, compte, bien de l'entreprise, protocole de protection des actifs. Mon père a envoyé un message court, quelque chose comme « bloquer l'usage non autorisé, VIN XXX », puis a rangé l'appareil. Pas de geste dramatique, pas de menace, seulement la mise en route d'un mécanisme auquel il avait accès. Cela m'a paru, sur le moment, presque dérisoire, comme si l'on avait allumé un robinet invisible qui commencerait bientôt à couler. Je n'ai pas compris tout de suite l'étendue des conséquences. Je me suis dit que l'on négocierait, que l'on trouverait une solution. Après tout, je pouvais parler, demander, expliquer que la voiture m'avait été offerte pour mon travail. Mais mon père n'était pas dupe. Il connaissait Hugo depuis des années, connaissait les habitudes, savait reconnaître les gestes d'un homme pour qui le monde devait être un théâtre. Il avait vu la façon dont Hugo vendait l'apparence, et il n'avait aucune envie que sa fille soit utilisée comme accessoire d'une mise en scène. Pendant que je ruminais, la conversation autour de la table a repris, moins assurée. Mon père a levé son verre, comme pour couper court au moment. « À la famille », a-t-il dit, et tout le monde a répondu. Mais il y avait une note étrange, un calme officiel qui venait d'être établi. Hugo, qui cherchait un sourire de validation, était devenu soudain incapable de soutenir mon regard.
Après le dîner, je suis sortie sur la terrasse pour respirer. La pluie avait cessé, mais l'air gardait une humidité qui collait aux pensées. Les lumières du jardin dessinaient des taches oniriques. Mon téléphone a vibré. Un message court de mon père, presque lapidaire. « Ne t'inquiète pas », disait-il. 2 mots qui pouvaient signifier tout et rien. Je n'ai pas répondu. À l'intérieur, Hugo s'était levé pour discuter avec sa mère. Leur conversation était teintée d'une assurance qui m'a fait frissonner. Ils se félicitaient, échangeaient des regards complices, comme si la décision de Hugo était une victoire, non une offense. Quelques jours plus tôt, la voiture avait symbolisé pour moi une étape. Mon travail me demandait de me déplacer, de rencontrer des clients, d'aller d'un rendez-vous à un autre. Mon père l'avait offert pour que je n'aie plus à compter sur les transports publics ou sur l'humeur de relations bien disposées. Il avait dit, et je le répète parce que c'est important, qu'il voulait que je puisse aller sans demander. Ce mot « demander » était crucial, il signifiait autonomie. Et voilà que, en une phrase, quelqu'un avait dit que la voiture n'était pas pour moi. Le lendemain matin, la maison résonnait d'un calme étrange. Hugo me cherchait des yeux, comme s'il souhaitait que je joue le rôle d'épouse reconnaissante ou mieux encore, complice. Mais je n'étais ni reconnaissante ni complice. J'avais déjà compris que la vraie blessure n'était pas matérielle. C'était la preuve qu'on pouvait décider de votre vie à votre place, en public, sans un affront direct. Mon père avait vu et il avait agi. Je me suis retrouvée toute la journée en petits gestes de vérification. Vérifier le garage, regarder dans le dossier d'assurance si le document mentionnait bien mon nom, sonder les factures électroniques. J'ai appris que la voiture avait un enregistrement administratif particulier. Elle était, d'un point de vue informatique, liée à une flotte gérée par un protocole interne. Rien d'illégal, mais une série d'options qu'on déclenchait à distance. Assignation d'usage, blocage automatique en cas d'usage non autorisé. Ce sont des choses du monde contemporain. Bureaucratie, procédures, leviers qui deviennent lourds quand ils sont actionnés contre vous. Je me suis mise à imaginer des scènes. La belle-mère découvrant la voiture immobilisée au milieu d'un centre commercial, des passants qui ralentissent, des vidéos qui circulent. J'avais vu ces images ailleurs, dans d'autres vies. Je connaissais la puissance d'un portable levé au mauvais moment. Et je me suis demandé, sans pouvoir l'empêcher, si mon père avait en tête une forme de justice publique, une leçon à donner. Je ne voulais pas d'humiliation pour personne, mais je ne pouvais ignorer qu'un acte de ce poids aurait des répercussions. Puis, il y a eu un autre détail. Mon père, en privé, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Nous étions dans son bureau, une pièce où il signait des bilans, recevait des partenaires, gardait l'odeur du cuir et du thé. Il m'a regardée avec une sorte de douceur sévère et m'a dit « Clara, il ne s'agit pas de punir Rosa, il s'agit de protéger ta place. Si le monde croit que ce que t'appartient peut être donné sans ton accord, la dignité se dissout. » Il a utilisé le mot « dignité » comme on montre un trésor. Je ne l'ai pas compris tout de suite. J'ai senti son intention, mais je refusais l'idée que l'on fasse de la scène publique un instrument. Il a ajouté, d'un ton presque distrait, « Il existe des procédures, elles seront appliquées. » Là encore, il n'a rien expliqué en détail. Il n'était pas un homme de grand discours. Il laissait les mécanismes exister et se mettre en action. J'ai compris que ce n'était pas un caprice. C'était une décision réfléchie, froide et structurée. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs choses se sont mises en place presque comme des pièces d'un mécanisme invisible. Mon père a demandé des vérifications, audits de comptes familiaux, revue des usages. Des noms de services que je connaissais ont commencé à résonner dans nos conversations, des expressions comme blocage administratif et contrôle d'actifs. Mon moral oscillait entre l'envie de hurler et une étrange, froide gratitude. Si quelqu'un allait agir, je préférais que ce soit lui qui connaissait les règles. Mais je me refusais à me réjouir du déclin d'autrui. J'ai pensé à ma mère, qui aurait voulu apaiser et qui n'était plus là pour le faire. J'ai pensé à Hugo, que j'aimais d'une façon qui s'était muée en habitude et en déception. Rien de cela n'annulait la blessure. Et puis, un après-midi, j'ai vu une photo qui a fait vibrer quelque chose de primitif en moi. C'était une image qu'une amie m'a envoyée, celle d'un parking d'un grand centre commercial. Un groupe de femmes riant devant une voiture qu'elles admirent. Au volant, comme un trophée, il y avait Doña Rosa.
Elle se tenait droite, bijoux au poignet, sac assorti. Autour, des téléphones levés, des sourires, cet air de bonheur superficiel. La photo était floue, langage moderne d'une fierté visible. Je l'ai regardée et j'ai senti une lourdeur dans la poitrine. Ce n'était pas encore l'humiliation publique, c'était l'exhibition de ce qui venait d'être confisqué. Quelque chose dans mon corps m'a dit d'appeler mon père. Je n'en ai rien dit à Hugo. Mon père m'a répondu calmement, m'a encouragé à laisser faire et il a rajouté, presque comme une note en marge, « Observe, ne te mêle pas ». Des mots qui tranchent et qui m'ont laissé pour la première fois depuis longtemps sans rôle autre que celui d'observatrice. Le soir, je suis sortie seule. J'ai marché jusque vers le centre commercial où la photo avait été prise. Une démarche idiote mais nécessaire, comme pour poser mes yeux sur la réalité avant qu'elle ne devienne image virale. Les vitrines reflétaient des évidences, des mannequins figés, des promotions lumineuses, l'illusion d'un monde où tout se vend et s'achète. Je m'en suis tenue loin, regardant de l'extérieur, imaginant la scène. Doña Rosa, entourée, en train d'ouvrir la portière. J'imaginais son rire, le crissement de pneus sur l'asphalte, cette satisfaction qui se veut conquête. Je me suis arrêtée quand mon téléphone a vibré. Un message bref, sans expéditeur visible, « Regarde maintenant ». C'était de mon père. Mon cœur a fait un bond. Je me suis approchée d'une vitrine, j'ai levé la tête vers le parking. Et c'est à cet instant que j'ai entendu, avant même de voir, un son aigu, un clignotement électrique, comme le grincement d'une serrure. Un long bourdonnement métallique, comme si quelque chose à l'intérieur d'un objet qui semblait acquis venait de dire non. Il me fallait comprendre ce que cela signifiait. Était-ce le début d'une humiliation publique que je avais pourtant voulu éviter ? Était-ce la manifestation d'un mécanisme légal qui allait réparer une injustice ? Ou bien tout cela n'était qu'un souffle, un avertissement qui ne changerait rien ? Mon téléphone a vibré encore et l'écran a montré la même ligne. Regarde maintenant. J'ai senti mes mains devenir lourdes. J'ai senti la scène se refermer sur moi comme une mâchoire. Je suis restée là, immobile, et j'ai regardé. Les phares d'une voiture ont clignoté, une lumière qui allait marquer le monde autour d'elle. Le bourdonnement s'est accentué, puis il y a eu un premier signal sonore, strident, presque comique, un cri de mécanique qui, dans un instant, transformerait l'ordinaire en spectacle. Je n'ai pas bougé, l'air autour de moi semblait se suspendre. Et puis, dans le coin d'un écran de téléphone qu'on m'a prêté sur le trottoir, j'ai vu une vidéo. On y distinguait une portière qui se verrouillait, Doña Rosa qui frappait contre le volant, des rires qui se figeaient. Le temps s'est ralenti, mon estomac s'est noué. La scène entière, à la fois banale et irrévocable, venait de commencer. La scène entière, à la fois banale et irrévocable, venait de commencer. Doña Rosa tambourinait contre le volant, la bouche moulée en une expression de rage et de surprise, tandis que les femmes autour d'elle, d'abord hilares, cherchaient un angle d'exposition. Les téléphones levés formaient un mur de petites fenêtres brillantes, prêtes à capturer l'instant. J'ai vu une main filmer en gros plan le visage de ma belle-mère, le maquillage qui commençait à perler, un trait de mascara qui descendait comme un signe de défaite. Quelqu'un riait, quelqu'un d'autre murmurait, une vieille dame secouait la tête, choquée. L'alarme, stridente, faisait son propre spectacle, un long glissement de métal qui transformait la scène en farce cruelle. Je suis restée sur le trottoir comme figée, et pourtant l'œil de mon corps observait chaque détail, la lueur des enseignes sur la carrosserie, la façon dont la lumière dessinait des reflets sur les bijoux de Doña Rosa, l'ombre qui courait sous ses talons. Un agent de sécurité s'est approché, l'air embêté, il a fait un geste pour calmer la foule. 2 employés du centre ont accouru, parlant tout bas dans une langue d'excuses. L'un d'eux, embarrassé, a quitté la scène pour appeler quelqu'un. Je ne comprenais pas encore tout l'appareil administratif qui se mettait en route. Ce que je voyais, c'était l'effet en direct, l'humiliation publique, la façon dont la satisfaction d'un geste impudique s'effritait sous les yeux d'autrui. Si l'on devait juger sur le moment de ce qu'est la justice, il faudrait la distinguer soigneusement de la vindicte. Mon père, toutefois, ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait une réparation qui fût proportionnée et visible, non pas un retour de flamme, mais un rappel des règles. Dans la demi-heure qui a suivi, les vidéos se sont multipliées. Un message avec l'enregistrement d'une caméra de surveillance est arrivé sur mon téléphone, puis d'autres, envoyés par des amis inquiets. « Ça va ? Je suis là si tu veux. »
J'ai lu ces messages numériquement, comme on lit un chapelet d'alerte sur un écran. Puis il y a eu un appel. C'était Hugo, la voix coupée, un mélange de panique et d'orgueil. Il m'a crié, d'un ton qui cherchait une justification et tombait dans l'absurde. « Ce n'est rien, Clara, ce n'est que temporaire, c'est maman, ils vont comprendre. » Sa phrase sonnait creuse. J'entendais au loin la voix de Doña Rosa, qui l'essayait de calmer, des pleurs étouffés, la plainte d'une femme qui se sentait volée d'un trophée. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé sur plusieurs plans. Sur le plan public, le spectacle au centre s'est terminé par l'arrivée d'un camion de fourrière qui a pris en charge la voiture immobilisée. Le véhicule a été remorqué, sous les regards et les caméras, vers un dépôt où il resterait séquestré jusqu'à ce que l'usage en soit régularisé. Les voisins du centre partageaient les images, les commentaires fusaient, moqueries, compassion, dégoût. Certaines vidéos restaient cruelles, d'autres empathiques. Dans la sphère privée, chez nous, la table familiale a résonné d'un silence encore plus lourd. Quand Hugo a raccroché, la couleur avait déserté son visage. Il s'est effondré sur une chaise, les mains sur la tête, comme si la chair même se rebellait contre l'humiliation. Il cherchait un soutien, un geste qui le ramènerait dans le monde de l'image qu'il aimait tant. Personne ne lui a donné ce soutien. Mon père s'est levé et, calmement, a prononcé des mots qui avaient une précision chirurgicale. La voiture ne peut pas être utilisée pour un usage non autorisé. Elle appartenait à un registre que j'ai établi pour assurer la sécurité. J'ai donné un bien qui, moralement, te revenait à toi pour ton usage, pas pour un transfert personnel. Il a regardé Hugo droit dans les yeux. Je tiens à préciser, Hugo, que confier des biens entre membres de la famille sans en informer le bénéficiaire ou sans son consentement est une décision qui a des conséquences. Il a marqué une pause théâtrale, mais mesurée, puis a poursuivi d'une voix basse, implacable. « En conséquence, et après examen, je retire immédiatement certains avantages liés à ton poste. Tu es renvoyé. » La phrase est tombée comme une sentence prononcée dans un tribunal intime. Il n'y a eu ni cri, ni dispute proclamée. Hugo a blêmi, puis a tenté un rire nerveux qui ne trompait personne. « Vous ne pouvez pas », a-t-il essayé, puis ses mots ont tari. Les convives, qui avant cherchaient des artifices pour alléger un moment gênant, sont devenus spectateurs d'une rupture plus grave. Doña Rosa a crié quelque chose, a accusé, a cherché à renvoyer la faute sur moi. Ses mots étaient tremblants, bientôt sans force. Je me suis levée. Les choses se sont déroulées avec une froideur administrative. Mon père a appelé son assistante, puis la direction des ressources humaines, puis la banque qui gérait certains comptes. Les gestes étaient courts, précis, presque indifférents. On aurait dit une mécanique bien huilée. Hugo s'est levé, furieux, suppliant, menaçant, tout à la fois. Il a sorti des mots que je lui connaissais depuis des années. « C'est moi qui fais vivre cette maison. Sans moi, vous seriez perdu. Tu ne peux pas me traiter comme ça. » Mais la voix de mon père ne s'est pas élevée. Elle a simplement précisé, d'un ton glacial, « Les décisions prises sans information et en usurpant une propriété ne sont pas tolérables. La société a des règles. Si vous n'êtes pas prêt à les respecter, vous n'occupez plus votre place. » La maison, ce soir-là, s'est vidée d'un personnage central. Mon mari est parti quelques heures plus tard, en laissant derrière lui un appartement désordonné, des valises à moitié faites et quelque chose qui ressemblait à une dignité effritée. Il n'y a pas eu d'expulsion spectaculaire, il est parti avec un taxi, sans bagages, seulement la rage et la honte dans la poitrine. Ma belle-mère, humiliée, est restée un moment, puis aussi est partie, se tenant la tête, le regard vide. Ce que mon père avait orchestré n'avait rien d'un lynchage. Il avait suivi des procédures. Il avait appelé des services, lancé des vérifications, activé des clauses administratives qui isolent un usage pour préserver des actifs. Tout cela se déroulait à la fois sur le plan personnel et économique. Les cartes bancaires liées à des comptes partagés ont été gelées, des garanties ont été revérifiées, des comptes professionnels consultés. J'insiste, il n'y a eu ni violence physique, ni parlant illégal. Il y a eu l'emploi de leviers que mon père connaissait et maîtrisait. Ce sont des outils d'un homme qui avait passé sa vie à protéger son domaine. La suite, malheureusement, a été rapide. Sans accès à des ressources, Hugo et sa mère ont commencé à subir ce que j'appellerais la part matérielle de l'humiliation. Les prêteurs ont revu leurs évaluations.
Les cartes liées à des comptes sur lesquels il comptait pour payer ses dettes ont été bloquées. Les créances non réglées ont entraîné des procédures de recouvrement. Dans une semaine, des agents sont venus récupérer des meubles, des objets de valeur, des appareils électroniques. Une camionnette est passée pour remorquer ce qu'ils vendaient en urgence. Un voisin m'a appelé, la voix gênée, pour me dire qu'il avait vu des cartons entassés sur le trottoir. Je n'ai éprouvé ni joie ni triomphe. J'ai éprouvé la conscience triste que la vie peut se briser vite et que l'on ne peut pas souhaiter la ruine d'un autre sans sentir un malaise. Pourtant, les conséquences n'ont pas frappé uniquement sous forme de pertes matérielles. Elles ont frappé l'ego de mon mari, cet organe fabriqué par l'image, et l'ont mis à nu. Il a commencé à frapper à des portes qu'il croyait ouvertes, à demander des prêts à des amis, à quémander des emplois temporaires. Chercher un poste sans référence après une éviction publique n'est jamais facile. Je l'ai vu appeler, envoyer des CV, donner des services à bas prix, accepter des tâches qui humilient la fierté, ce qui, paradoxalement, est une chose honorable en soi, mais qui pour lui, c'était une chute. Doña Rosa s'est renfermée. Son maquillage n'était plus une armure, mais un masque fissuré. Elle a fini par vendre des bijoux, des choses héritées, puis a commencé à demander de l'aide à des proches. La vie avait changé de couleur. Dans les mois qui ont suivi, la réalité quotidienne de Hugo s'est faite d'une succession d'humiliations discrètes. Téléphone bloqué, menaces d'expulsion d'une location qu'il occupait, demandes de paiement incessantes, regards méfiants des banques. J'ai appris qu'il avait contracté des dettes personnelles en son nom et au nom de proches, en s'appuyant sur des garanties imprudentes. Un audit, initié dans l'espace familial et demandé par mon père, a mis en évidence des dépenses engagées sans information, des virements en faveur de et des prêts non approuvés. Ces documents ont été rassemblés. Je n'ai pas savouré leur découverte, j'ai senti seulement une sorte de froideur qui, chez moi, prenait la forme d'une résolution. Si j'allais recouvrer ce qui me revenait, ce serait par les voies légales, en exposant des faits à un tribunal impartial. J'ai signé des papiers, rencontré un avocat, non pas pour humilier, mais pour obtenir réparations et clarté. Pendant le procès, les choses sont devenues visibles d'une autre manière. Les audiences n'étaient pas des scènes de théâtre, il n'y a pas eu d'exclamations tonitruantes, seulement des échanges mesurés, des documents posés sur une table, des relevés bancaires montrant des flux, des factures, des messages. Mon avocat a présenté des éléments qui, mis côte à côte, racontaient une histoire. Des versements à des entités inexistantes, des achats faits au nom de personnes qui n'en avaient pas été informées, des contrats signés sans autorité. Hugo a essayé de défendre ses actes en invoquant des intentions, des erreurs, des malentendus. Il a employé son charme, ses regards suppliants, il a écrit des lettres, promis des projets, mais les chiffres, plus tenaces que les mots, avaient une voix propre. Il racontait la dépendance et l'utilisation d'un patrimoine pour des usages personnels. Je n'ai jamais voulu que la salle d'audience devienne un spectacle d'exhibitionnisme. J'étais là pour mettre en lumière des faits et demander réparation, pas pour déverser ressentiment. La juge, une femme au regard précis, a lu les pièces, posé des questions courtes et directes et, lors de la décision, a rendu un jugement qui, pour moi, eut l'apparence d'une mise au clair juste. Le divorce a été prononcé, les prétentions de Hugo sur certains biens rejetés et un embargo prononcé sur des actifs acquis au nom de mécanismes discutables. On m'a accordé ce que je demandais. On ne m'a pas accordé la vengeance. La procédure a été sèche, presque bureaucratique, et d'une certaine manière, c'est là qu'était la leçon. La justice, quand elle fonctionne, n'est pas un étalage de haine, mais un équilibrage. Après la décision, la vie a pris un rythme nouveau. J'ai récupéré des éléments qui m'appartenaient, j'ai réglé des comptes. Le soulagement n'était pas triomphant. J'ai pleuré parfois, non de triomphe, mais d'épuisement. Les nuits où je restais éveillée se peuplaient de questions. Comment rebâtir? Par quoi commencer? Mon père m'a apporté son soutien, discret et constant. Il ne m'a pas offert tout sur un plateau. Il m'a donné la stabilité qu'on espère d'un appui familial. Un toit, une parole, une aide mesurée au démarrage. J'ai retrouvé mon travail, repris des rendez-vous laissés en suspens et peu à peu, j'ai pensé à ce que je voulais vraiment être. Je pouvais, sans doute, me contenter de compenser les pertes et de repartir en ordre. Mais quelque chose en moi demandait autre chose. Une reconstruction qui n'est pas pour seule base la réparation, mais aussi la création.
J'ai commencé à réfléchir à une entreprise qui porterait ma signature, mes valeurs, un projet qui rendrait concret le rêve d'indépendance que la voiture symbolisait au départ. Je voulais un lieu où les femmes comme moi pourraient trouver non seulement un service, mais aussi une formation, une écoute, une possibilité de se tenir droite. C'est ainsi que j'ai lancé, lentement, un petit atelier de conseil et de services pour professionnels indépendants. Des femmes, souvent, des petites entreprises familiales, des artisans. Au début, il y avait une pièce que j'ai aménagée, une table, quelques chaises, une vieille machine à café. J'ai appelé des contacts, présenté des idées. J'ai senti, dans ma poitrine, une sorte d'élasticité morale. Je pouvais choisir l'indifférence ou la compassion. J'ai choisi la dignité. J'ai fini mon café sans me précipiter. L'un des moments que je n'oublierai pas est celui-ci. Je les ai vus s'arrêter en face du restaurant, regarder la vitrine derrière laquelle je me trouvais. Ils ont reconnu la marque, peut-être par l'enseigne, peut-être par un souvenir ancien. Leurs regards se sont croisés une seconde, rien de plus. Je n'ai pas éprouvé la joie vicieuse de les voir réduits. J'ai éprouvé une tristesse discrète, l'impression qu'ils étaient, désormais, des personnages d'un autre chapitre de ma vie, un chapitre que je n'avais pas envie de réouvrir. Je me suis levée, j'ai tiré doucement le rideau qui séparait la salle du trottoir et j'ai senti la fois où un geste peut signifier beaucoup sans être violent. Le rideau est tombé sur la rue comme on ferme un acte, pas avec triomphe, mais avec une décision. Il y avait, dans ce geste, la fin d'une attente et le commencement d'une autre. Je n'avais pas besoin de regarder plus longtemps. Ma vie se déroulait à l'intérieur, avec de nouvelles responsabilités, des employés qui comptaient sur moi, des projets qui me demandaient présence et courage. Cette image m'est restée longtemps. 2 silhouettes qui passent, un rideau qui tombe, des vies qui continuent. Je pense souvent à la dignité, non comme un bien que l'on conserve à tout prix, mais comme quelque chose qui se reconstruit, lentement, à coup de travail honnête. Mon père m'a donné un outil, initialement une voiture, mais ce qu'il cherchait à préserver était autre, la liberté de choisir et la capacité de ne pas être manipulé. Il a agi avec l'autorité de celui qui a vu ce qui pouvait se jouer. Je ne suis pas certaine que je l'aurais souhaité autrement. Peut-être qu'une leçon moins publique aurait suffi, peut-être qu'une conversation aura pu remplacer le spectacle. Mais les choses ont été ainsi, et nous avons dû en accepter les conséquences. Aujourd'hui, quand je repense à cette période, je crois que la leçon la plus importante n'est pas matérielle. Ce n'est pas la voiture, ni la perte, ni même le procès. La leçon est que la dignité se gagne chaque jour par des actes qui, bien que modestes, sont tenaces. C'est aussi que les privilèges mal employés finissent tôt ou tard par exposer ceux qui les chérissent. L'orgueil, amplifié par la vanité, devient son propre piège. La dépendance aux apparences fragilise qui croit se tenir sur un trône. Je me souviens encore du son de l'alarme, ce bourdonnement aigu qui a annoncé le commencement d'une cascade d'événements. Maintenant, je l'entends comme un avertissement plutôt qu'une clameur. Attention à ce que vous pensez être à qui. Attention à la façon dont vous traitez les autres. La véritable force n'est pas de posséder, mais d'agir avec clarté morale. Ce que j'ai appris, je l'ai appris dans la douleur et dans la fatigue. Je n'ai rien à revendiquer que les nuits passées à travailler, la persévérance et la décision de ne pas m'abandonner. Je dirais, en terminant, que ce qui m'a sauvée, c'est la capacité de regarder en avant plutôt que de rester figé dans la blessure. J'ai entendu des voix qui me disaient de me venger, de faire souffrir à mon tour. J'ai résisté à cette tentation, non par faiblesse, mais par volonté de ne pas me baisser au niveau de la revanche. La justice que j'ai cherchée était celle qui nettoie et qui permet de repartir, non celle qui casse pour casser. Et aujourd'hui, en fermant ce rideau devant la rue, j'ai compris que l'on peut choisir une séparation définitive sans jubilation, simplement avec la paix de qui sait avoir repris sa place. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé en vous une mémoire, un souvenir ou une question, je vous invite à la partager et à laisser en commentaire une expérience similaire. Parfois, raconter nous rend plus forts. Et si vous voulez entendre d'autres récits de résilience et de choix difficiles, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Merci d'avoir été là et d'avoir écouté mon histoire.